Vous avez remarqué à quel point il devient de plus en plus difficile de se faire des amis à mesure qu'on grandit. Quand on est gamin, pas de problème, on peut jouer avec n'importe qui, on se fait un pote en 10 secondes. Mais avec le temps, les choses se compliquent. Il y a plusieurs explications à ça, sur lesquelles on va s'appuyer pour trouver des solutions. Dire que tu es encore mon ami il y a juste avant le dessert de midi. Ne me dis pas des choses pareilles. Tiens, on va commencer par là. On va regarder les différences entre l'enfance et l'âge adulte. Déjà, quand on est gamin, on est en phase d'apprentissage du monde. On découvre le monde à travers les autres et on joue. Donc, pour moi, il y a une première différence qui est celle de l'amusement. Et en face, qu'est-ce qu'on va trouver à l'âge adulte? On va trouver un certain sérieux. Ça, c'est la première grande différence. Quand on passe à l'âge adulte, on a tendance à perdre notre capacité d'émerveillement. C'est dommage, mais ça se travaille. Ensuite, deuxième grosse différence, dans l'enfance, on a beaucoup plus de temps libre. Souvenez-vous, quand vous étiez petit, comme les vacances d'été vous paraissaient durer une éternité. Maintenant, vous avez l'impression que ça dure 2 jours. Donc, le deuxième point, la grosse différence, c'est le temps que l'on a à consacrer à nos activités amicales, la découverte de nouvelles personnes, la connexion avec d'autres, l'aventure, et tout ça se fait dans l'amusement. Et en face, à l'âge adulte, qu'est-ce qu'on va mettre? On est busy. Je suis busy, j'ai des responsabilités. Enfin, la troisième différence entre petit et grand, c'est que gamin, on est un peu comme une page blanche. On évolue avec un bagage très limité d'expérience, de souffrance et d'a priori. Les recherches les plus récentes ont montré que notre cerveau, et notamment le cortex préfrontal, continue à se développer jusqu'à 25 ans. En gros, c'est la partie de votre cerveau qui régit les interactions les plus complexes, comme nos interactions sociales, nos prises de décision importantes et une bonne partie de notre personnalité. Du coup, même si on continue à se développer psychologiquement toute notre vie, on peut considérer qu'à 25 ans, on devient plus conservateur d'un point de vue cérébral. Votre personnalité est un peu plus figée, on devient plus rigide. Alors qu'en réalité, en enfance, on est beaucoup plus malléable. Et quand on se retrouve projeté dans un nouvel environnement, qu'on change de ville ou qu'on change de boulot, ou même quand on veut simplement élargir notre cercle social actuel, on est confronté à nos propres limites, notre propre rigidité et aussi celle des autres adultes. Enfin, pour conclure sur ce tableau, je voudrais rajouter une chose qui caractérise un peu la différence entre l'enfance et l'âge adulte. Quand on est petit, on est dans une phase d'expansion et quand on est adulte, on est dans une phase de contraction. En fait, pendant toute votre enfance et votre jeune période adulte, on voit que on fait de plus en plus d'expériences, on va dans de plus en plus d'endroits, on fréquente de plus en plus de monde. Et dans votre vie, à un moment donné, il y aura un point culminant, il y aura une sorte de climax, et ensuite, ça va décliner. Si vous prenez une personne âgée, eh bien, elle va se situer par là, elle voit que son cercle social va se rétrécir, les lieux où elle va aller va se rétrécir. Donc c'est intéressant d'avoir cette courbe en tête et de vous dire, tiens, moi, est-ce que je ne serais pas déjà devenu une personne âgée dans ma vie ou est-ce qu'au contraire, je suis en train de travailler pour rester en expansion? Bref, quand on est petit, on est comme de l'eau et on s'adapte à tous les récipients. Et à mesure qu'on vieillit, on devient plus rigide et c'est beaucoup plus compliqué de faire rentrer un parpaing dans un verre d'eau. Mais même si vous avez plus de 30 ans, tout espoir n'est pas perdu, vous ne devez pas être fataliste, au contraire, vous pouvez devenir une personne qui va être en expansion perpétuelle. Et c'est ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo en vous donnant 6 conseils archi concrets. Conseil numéro 1, multiplier les rencontres. Les coups de foudre amicaux, ça existe. Vous en avez peut-être déjà connu. Genre ce mec, cette nana que vous rencontrez au cours d'une soirée et là, boum, c'est incroyable, c'était écrit dans les étoiles, ça devient votre meilleur pote. Sauf que ça, c'est exceptionnellement rare. La plupart de nos amitiés se créent en réalité par itération. Cela veut dire qu'on tend à devenir amis avec les personnes que l'on voit plusieurs fois. Un exemple perso, c'est celui du café. Quand je prends mon café le matin, dans un endroit nouveau et inconnu, la probabilité pour que je me fasse un ami est archi faible. Mais en fréquentant cet endroit pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais devenir un habitué. Et fatalement, je vais me lier d'amitié avec un ou plusieurs des autres habitués. C'est exactement ce qui m'est arrivé dans ma vie où un seul lieu, l'endroit où je prends mon café le matin, est devenu un lieu de rencontre et d'opportunités en tout genre. Partez de ce principe et plutôt que de privilégier à chaque fois des nouveaux lieux ou des nouvelles activités ou des nouvelles expériences, essayez de faire fonctionner pour vous la routine en allant régulièrement dans les mêmes endroits. Et faites-le si possible avec un lieu ou une activité qui invite à communiquer un minimum. C'est pourquoi la salle de sport est en réalité une fausse bonne idée. D'ailleurs, je vous invite à vérifier ce conseil. Faites la liste de vos meilleurs amis aujourd'hui et je parie que ces gens, vous les avez rencontrés dans un lieu que vous avez fréquenté régulièrement. La plupart du temps, ça va être l'école, le travail ou un lieu de pratique d'une passion ou d'une activité. Conseil numéro 2, faites jouer la capillarité amicale. Les amis de vos amis sont tous de potentiels amis. Et c'est ce que j'ai choisi d'appeler ici la capillarité amicale. En réalité, c'est le truc le plus évident mais auquel les gens ne pensent pas forcément. Un ou une de vos amis a forcément un cercle auquel vous n'avez pas accès. Jusqu'à présent, les présentations n'ont pas été faites car ce sont des cercles qui ont des intérêts ou des activités différentes. Mais vous aurez probablement un jour
l'opportunité de participer à un événement commun. Ce sont des moments clés qui vous permettent d'investir un tout nouveau réseau et avec une grande facilité parce que, par extension, vous faites déjà partie de la tribu. Ne loupez pas ces moments clés, même si parfois, j'ai même envie de dire souvent, ils se présentent sous la forme d'un truc un peu relou. Ça peut être de venir aider à un déménagement ou alors on vous propose de participer à une soirée électro parce qu'il y a des places en plus alors que vous, en réalité, vos goûts musicaux sont plus proches de Jean-Jacques Goldman. Bref, le genre de truc auquel votre ami ne songerait même pas à vous convier. Et c'est normal parce qu'il s'agit de deux cercles différents avec des goûts différents et des activités différentes. Le gros avantage de la capillarité amicale, c'est que vous avez déjà quelque chose à raconter. Vous avez une histoire commune, la façon dont vous avez connu cet ami qui joue le rôle d'entremetteur. On a toujours 2-3 anecdotes à partager autour d'un mojito trop dosé comme la fois où cet ami s'est retrouvé le cul à l'air devant tout le monde à une soirée ou alors qu'elle a fait pipi entre deux voitures et qu'il y a un voisin qui l'a pris en photo. Ce sont des anecdotes assez marrantes et ça permet tout de suite de créer de la sympathie et d'apprendre à se connaître. Et tout ça, ça nous amène très logiquement au conseil qui va suivre. Conseil numéro 3, focaliser sur les points communs. Une fois que la première difficulté tout à fait logistique de la rencontre et des présentations a été surmontée, se présente une deuxième difficulté qui est celle de la connexion. Ce que vous allez faire, c'est vous focaliser sur les points qui vous rapprochent et surtout pas sur ce qui vous éloigne. Il faut comprendre une chose, un inconnu plus opinion divergente, c'est un truc qui ne prend pas. En revanche, si vous partagez la même activité, la même passion, les mêmes opinions, que vous avez le même ennemi ou les mêmes travers ou encore la même problématique, ce sera beaucoup plus simple de vous comprendre et de vous connecter. Le point auquel vous devez absolument chercher à arriver et le plus vite possible, c'est on est pareil, lui et moi. Il faut que les deux personnes pensent cette chose-là. Et ça, c'est très difficile d'y parvenir uniquement sur des goûts communs. Il faut que ce soit quelque chose de plus fort. Parmi les amitiés célèbres qui illustrent cela, il y a celle entre Charlie Chaplin et Winston Churchill. C'est très bizarre et un peu paradoxal, mais ces deux-là sont devenus très très bons amis parce qu'ils avaient tous deux, depuis leur plus jeune âge, des pensées suicidaires. Et oui, c'est une difficulté, c'est une problématique, c'est quelque chose de plutôt négatif, mais ça leur a permis de se comprendre profondément et de se connecter. Ils ont alors fait un pacte et ils ont juré que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, quelle que soit la distance qui les sépare, ils céderaient sur cette difficulté. Donc, même si la chose qui est commune entre vous et l'autre personne avec qui vous voulez devenir amis est quelque chose de douloureux ou de problématique, ça va fonctionner. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont devenus amis parce qu'ils se sont rencontrés dans la difficulté. Je pense par exemple aux gens qui vont fréquenter un cercle des alcooliques anonymes. En fait, la connexion ne se fait pas forcément sur une émotion positive. Elle peut se faire aussi sur une émotion négative. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il va y avoir d'intensité, plus vous allez pouvoir vous connecter. Et c'est pour ça qu'il est difficile de se connecter sur « ouais, j'aime bien tel acteur », parce que l'intensité de l'émotion, quand on regarde une série ou un acteur, c'est pas quelque chose d'hyper puissant. Et on ne peut pas vraiment se lier à des personnes. Par contre, si vous et l'autre, vous avez une problématique qui vous tient très à cœur, quelque chose de douloureux, ou alors un même combat, une même lutte, eh bien, c'est quelque chose avec beaucoup plus d'intensité derrière qui va vous aider à vous connecter. Conseil numéro 4, suspendre son jugement. En science, on dit qu'il faut suspendre son jugement le temps d'une expérience pour ne surtout pas la fausser. En amitié, c'est pareil. Combien de fois vous avez rencontré une personne en vous disant « Ah mais quel connard !» Et une fois que vous avez passé l'a priori, parce que vous avez été amené à fréquenter cette personne comme un collègue de travail, vous avez découvert qu'en réalité il s'agissait d'une personne géniale. C'est pourquoi il faut redoubler d'ouverture d'esprit avec nos futurs amis potentiels. À mesure que l'échange avancera, il va se produire quelque chose de quasiment inévitable. Vous allez apercevoir chez cette personne quelque chose qui va vous déplaire, qui va vous froisser. Ça peut être un geste, ça peut être une opinion, et votre cerveau, ce grand inquisiteur, va commencer à vous dépeindre une sale image de cet interlocuteur pour vous empêcher de vous connecter à lui. Il ne faut jamais oublier qu'on a tous notre masque social. En bref, on met certains côtés en avant qui n'ont rien à voir avec qui on est réellement ou ce qu'on a à offrir. Faire l'effort d'aller voir ce qu'il y a derrière le masque et découvrir qui est réellement cette personne et ce qu'elle a à partager avec nous, eh bien c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous faire de nouveaux amis. J'avoue que parfois, il y a des gens qui nous sortent par les yeux de prime abord, mais je vous jure que ça vaut le coup d'essayer. La seule limite, c'est celle que nous imposent nos valeurs les plus ancrées. Évidemment, si quelqu'un insulte votre famille et vous crache à la gueule après 5 minutes d'échange, c'est plus votre esprit que vous allez avoir envie d'ouvrir. Conseil numéro 5, entretenir ses amitiés. L'amitié, par définition, c'est durable. Ce n'est pas un produit à usage unique. Jusqu'ici, je vous ai parlé de comment se faire de nouveaux amis. Mais cette vidéo ne serait pas complète si je ne parlais pas de l'après-rencontre. C'est-à-dire comment rendre ces amitiés durables. Une amitié, c'est comme une voiture. Pour l'entretenir, il faut la faire rouler. En étant un bon ami, vous verrez que d'autres rencontres viendront à vous toutes seules. Non seulement parce que vous serez au contact de plus de monde par capillarité amicale, mais aussi parce que les gens parleront de vous en bien. Alors soyez à l'écoute de vos amis, essayez d'identifier leurs problèmes et de leur venir en aide, du moins faire preuve de soutien quand ils en ont besoin. Envoyez des messages de temps en temps, ça coûte 30 secondes et ça fait hyper plaisir. Même cet ami que vous adorez mais que vous n'avez pas vu depuis des mois ou des années parce qu'il est à l'autre bout du monde. Prendre votre téléphone et envoyer un message, ça va vous prendre quelques secondes. D'ailleurs,
D'ailleurs, il y a un outil qui est très puissant qui s'appelle le vocal et les gens ont tendance à utiliser de plus en plus ça. Pourquoi? Parce que ça vous rapproche. Pourquoi? Parce que vous entendez la voix de l'être cher. Salut ma couille, comment ça va? J'espère que tout se passe bien de ton côté, que t'as plus les flics au cul, que les corps se décomposent. En tout cas, moi, je me suis débarrassé des armes, y a pas de problème. D'ailleurs, un conseil, si vous tenez véritablement à une amitié, évitez le hey, on se boit un verre bientôt. En bref, proposez des dates, proposez des dispos. Qu'est-ce que tu fais demain à 18h? Soyez concret. Trop peu de gens sont dans le rapprochement concret et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des plans sur la comète et ils vont laisser des trucs en suspens avec des 1 de ces 4, des ouais, quand il fera beau, quand les terrasses vont réouvrir. Un autre super conseil, et ça c'est du story time. Si vous savez où bosse votre ami, et normalement vous êtes censé le savoir, juste avant la fin de sa journée de travail, appelez-le et dites-lui hey, tu fais quoi juste après, je suis pas loin, et vous passez avec quelque chose à boire et vous allez simplement partager un petit moment avec lui. L'important c'est de proposer. Tant pis s'il n'est pas dispo, mais c'est de montrer que vous avez envie de faire ça. Conseil numéro 6, tout le monde ne peut pas être votre ami. Je vais rappeler un truc plutôt évident mais que certains ont tendance à oublier. On ne peut pas plaire à tout le monde ne peut pas être votre ami et ce n'est pas grave. C'est même plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que vous avez des valeurs et une personnalité. C'est pourquoi, à mon sens, le travail pour se faire des amis se situe vraiment en amont, sur le fait de faire des rencontres de manière logistique et de se connecter avec les personnes. Si ça marche pas avec quelqu'un, c'est la vie et c'est l'occasion aussi de gagner du temps pour de futures nouvelles rencontres ou pour vos amitiés actuelles. Il n'y a rien de plus insupportable que les gens qui poussent, qui essayent, qui veulent absolument essayer d'être votre ami, alors qu'en réalité, il n'y a pas de réciprocité. L'expérience est une lanterne accrochée dans votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Une personne qu'on ne connaît pas encore, on aura tendance à vouloir la placer quelque part sur le chemin qu'on a parcouru. Normal, on a chacun nos matrices de jugement héritées de nos années d'expérience, de joie et de déception. Mais c'est une erreur. En réalité, cet inconnu ne fait pas partie du chemin derrière, il fait partie du chemin qui reste encore à parcourir et qui n'est pas encore éclairé. C'était Yann, et si vous avez aimé cette vidéo, balancez un like.